Des ondes Vocast, l'univers de la radio en podcast. Bonjour à tous, c'est Olivier Audou des ondes Vocast. C'est le podcast qui parle de radio tous les premiers de chaque mois depuis 2018. Et ce mois-ci, numéro exceptionnel, je reçois dans la partie entretien Constance Binquet, la présidente de Lagardère News. Constance est devenue la présidente du bureau de la radio au début de cette année. Elle nous parlera de la feuille de route de ce syndicat des grandes radios privées. Et nous reviendrons bien sûr avec elle sur l'actualité chargée des 3 radios de Lagardère News, notamment celle d'Europe 1. Est-elle devenue une radio d'opinion depuis l'arrivée de Vivendi dans son capital ? Quelle est l'ambiance au sein des équipes suite au départ important de l'année dernière ? Quelles sont les mesures prises pour relancer la radio ? Quels sont les temps forts de sa nouvelle grille et de la campagne présidentielle ? Et enfin sa stratégie sur le numérique. Nous parlerons également avec Constance Binquet des résultats en demi-teinte de ses radios musicales, RFM d'une part qui s'ouvre sur les contenus, et Virgin Radio d'autre part, dont les audiences sont toujours en berne. Avant cet entretien, je recevrai Rémi Berthelon pour une partie Actu Débat un peu plus courte que d'habitude. On passera en revue l'actu du mois passé et du mois à venir, et Rémi nous fera une analyse de la radio faite à distance et de sa perception par les auditeurs. Des ondes Vocast, épisode de mars, c'est parti. Des ondes Vocast, l'actu débat. Rémi Berthelon, bonjour. Salut Olivier, bonjour tout le monde, ça me fait vraiment plaisir d'être là. Alors avant de commencer ce podcast, on voulait envoyer nos pensées au peuple ukrainien. La radio, c'est aussi de l'actualité et ce podcast est bien sûr préparé dans ce contexte très lourd à l'international. J'espère Rémi que malgré tout tu vas bien. Oui, ça va, merci. Bah tiens, j'en profite Olivier, si tu me le permets, pour saluer le travail d'information qui a été réalisé par nos radios. Franchement, on le dit pas assez, notamment les radios généralistes, on l'a tous entendu, des éditions spéciales, des reporters sur le terrain en direct, une analyse et un ton mesuré. On parle souvent des audiences des JT et des chaînes d'information parce que ça tombe tous les jours, mais rappelons que nos radios, elles font un sacré boulot. Oui, effectivement, on peut être fier, un grand professionnalisme. Alors Rémi, tu es animateur, podcasteur et voice tracker. Tu animes d'ailleurs le voice track Rémi et Jam. Alors Julien Vigier n'a pas pu se joindre à nous ce mois-ci, mais on va quand même passer en revue rapidement l'ensemble de l'actu radio du mois passé. Alors d'abord, les auditions se sont poursuivies auprès de la commission du Sénat sur la concentration des médias. Le mois dernier, on a entendu notamment Arnaud Lagardère défendre l'arrivée de son nouvel actionnaire Vivendi et notamment le besoin essentiel pour les radios de Lagardère de se rapprocher des chaînes de télé de Vivendi pour faire du cross-média. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure avec Constance Binquet. On a entendu aussi Martin Bouygues défendre bien sûr la fusion TF1-M6 pour faire face aux GAFAM, tandis que Xavier Niel, patron de Free, lui s'insurgeait de la position d'ultra-dominance que cette fusion engendrerait. Et Olivier, ces débats sont passionnants, j'en ai suivi moi aussi quelques-uns et d'ailleurs pour nos auditeurs, vous pouvez les retrouver en intégralité sur le compte YouTube de la chaîne Public Sénat. Dans l'actu toujours, une info repérée par nos confrères de radioscope.fr, Oxygène, la radio de la Seine-et-Marne, une associative de catégorie A, rend l'ensemble de ses fréquences à l'Arcom. Alors, on imagine que c'est pour repostuler un futur appel dans la catégorie B, la catégorie commerciale. Ce qui ne serait pas surprenant puisque la radio fonctionnait déjà avec un modèle semi-commercial, bien que bénéficiant du fonds de soutien à l'expression radiophonique. Bien sûr, la station peut aussi perdre toutes ses fréquences dans cette remise en jeu. Oui, on te connaît Olivier, j'imagine que tu vas essayer comme d'habitude d'en savoir un petit peu plus pour le prochain numéro. Effectivement Rémi, toujours à l'affût. Alors dans l'actu toujours, cette fois-ci dans l'actu future, les radios d'Aise reviennent cette fois-ci en Suède à Malmö. Ça sera du 15 au 17 mai 2022. Alors la Suède, c'est un peu le pays d'origine des Radio Days qui ont été créés il y a pas mal d'années par le diffuseur public suédois et qui depuis fait le tour des grandes villes européennes. L'année dernière, vous vous en souvenez, les Radio Days étaient à Lisbonne et des ondes Vocast y étaient. On vous invite à réécouter notre épisode de novembre dernier pour un compte-rendu complet et de nombreuses interviews. Et cette année encore, des ondes Vocast est partenaire des Radio Days Europe. On sera présent sur place à Malmö et on fera une fois encore un suivi complet. Ça sera dans notre épisode de juin à suivre. Et Olivier, Malmö, c'est en Suède, mais en fait, c'est juste en face de Copenhague au Danemark. Donc pour y aller, le plus simple, c'est de prendre un billet d'avion pour Copenhague et de traverser un pont. Et en 20 minutes, on arrive à Malmö.
C'est bien ça Rémi, et on a hâte d'y être. On vous rappelle, les Radio Days, c'est un événement payant, les conférences sont en anglais, mais ça vaut vraiment le coup d'y aller car il y a beaucoup d'intervenants de renom du monde de la radio, en Europe et même de plus loin. Allez sur radiodayseurope.com pour plus d'informations. Des ondes Vocast. Le mois dernier aussi, avec Julien, on se demandait pourquoi il n'y avait pas eu d'intermédiaire média local de mi-année pour les 10 plus grandes agglos de France. Je vous avais promis d'investiguer. Et j'ai un début de réponse. Médiamétrie m'a confirmé qu'en effet, ces résultats de mi-saison n'existaient plus et que c'était bien lié à la nouvelle méthodologie EAR. Nous avons appris au passage que les nouvelles médias locales s'appuient désormais sur un échantillon de 2 ans de données contre 1 an auparavant, bien que les résultats soient toujours publiés une fois par an, c'est-à-dire donc avec une fenêtre de données flottante. Alors on imagine que c'est pour lisser les échantillons et éviter les soubresauts. On sait que les Indes radios, il y a quelques années, avaient déjà décidé d'ajuster la clé de répartition du chiffre d'affaires pour ces radios sur 2 ans de médias locales. Et on essaiera d'en savoir un peu plus sur tout le détail de la nouvelle méthodologie EAR de médiamétrie dans un nouvel épisode. Alors la dernière actu que tu as repérée, c'est l'arrivée du groupe Bauer sur le marché portugais. Oui, le groupe Bauer, c'est un groupe de radio allemand bien implanté dans pas mal de pays du nord de l'Europe. Eh bien, surprise, le mois dernier, il a annoncé être en négociation exclusive pour acheter l'un des 2 groupes de radio privés du Portugal, MCG, Media Capital Group, pour un montant de 70 millions d'euros. Portugal, c'est un petit marché radio et c'est pour ça qu'il n'y a que 2 groupes privés à côté des radios publiques. A priori, Bauer veut conserver les marques des radios existantes qui incluent M80, Radio Commercial, Smooth FM, etc., etc. Bref, une belle prise a priori pour le groupe allemand. Alors Rémi, comme chaque mois, tu nous proposes une analyse sur un sujet de ton choix. Ce mois-ci, tu t'intéresses à la radio à distance. Alors, on en a surtout parlé depuis le Covid dans un aspect, disons, d'un point de vue technique, mais beaucoup moins sous l'angle de l'auditeur. Oui, c'est vrai, c'est sûrement parce qu'on a tout fait pour que l'auditeur ne s'aperçoive pas qu'on était à distance du studio principal. Et c'est une petite réflexion qui est venue assez naturellement pour moi. C'était au restaurant, oui, je mange pas que des salades dans ma cuisine. Et à la fin du repas, il y a une charmante serveuse qui vient discuter, une auditrice, et on parle de radio, et puis après de vacances, et puis moi je lui annonce que j'aurai pas de vacances avant cet été, avec du présentiel oblige dans les studios. Et elle me dit, assez étonnée, mais maintenant, la radio, ça se fait à distance. Et ça m'a étonné qu'elle me fasse une réflexion comme ça, et je me suis dit que les mentalités avaient peut-être évolué. Les petits secrets de polichinelle de nous, professionnels et passionnés de la radio, c'était peut-être terminé. On peut, Rémi, distinguer la radio à distance en direct et enregistrée. Ah oui, complètement. Quand la radio elle est en direct, même s'il est en distanciel, on a plaisir effectivement à raconter des anecdotes, à partager même des photos sur les réseaux sociaux. Récemment, là, avec l'animateur Eric Jean-Jean sur RTL, eh bien, j'ai rebondi sur une de ces photos où on le voyait chez lui en distanciel à cause du Covid pour présenter son émission Stop ou encore. Et sur Twitter, je lui faisais juste la réflexion de lui dire que le micro SM58 qu'il avait sur sa table était de qualité et il produisait un sacré son. Et Eric Jean-Jean était tout à fait d'accord, et d'ailleurs son directeur technique venait aussi de le signaler. Donc au final, quand on est en direct, effectivement l'auditeur se moque de savoir si on est vraiment dans le grand studio principal ou dans un placard à balai. Par contre, la magie de la radio et la magie de la télévision, c'est de faire croire qu'on est instantané. Donc à l'antenne, ça n'a aucun intérêt de dire que l'émission est enregistrée. Mais hors antenne, ça fait des inserts auditeurs, par exemple en voice track, où on n'est plus du tout gêné de le dire et les auditeurs comprennent totalement que ça soit diffusé quelques jours ou quelques heures après. Pour les émissions en voice track, c'est plutôt gênant. Oui, et en plus, aucun apport de communiquer sur nos radios, mais hors antenne, encore une fois, ce n'est plus gênant de parler d'émissions voice track à ses auditeurs. Moi, je le fais sur mes réseaux sociaux, pour l'émission Rémi et Jam, diffusée sur plusieurs régions. Alors, je parle de multidiffusion, mais pas de multi-région, parce que là, ça devient compliqué. Mais l'auditeur comprend tout à fait qu'on crée un contenu et qu'il est diffusé sur plusieurs zones, plusieurs radios. Ça choque plus personne. Pour les flashs d'information en voice track aussi, le travail à distance a beaucoup évolué. Les interlocuteurs maintenant sont habitués, les interviewés. Désormais, les auditeurs sont pas étonnés de voir un flash d'information qui est enregistré et qui est pas forcément en direct.
Je pense que plus que jamais en 2022, la proximité, ce n'est pas forcément le physique, le présentiel, mais la véritable proximité, c'est d'être dans l'esprit total de l'auditeur, et c'est ce qu'il veut. Merci Rémi. On le rappelle, Rémi, tu animes le Voice Track Rémi et Jam. Merci à toi, Olivier. Et maintenant, on va non pas vers la rue François 1er, mais aux 2 rues des Cévennes. Il faut s'y faire à cette nouvelle adresse. C'est celle d'Europe 1 et de Lagardère News. Des ondes Vocast, l'invité. Constance Binquet, bonjour. Bonjour Olivier. Merci d'avoir accepté l'invitation des ondes Vocast. Vous êtes la présidence de Lagardère News, la branche média du groupe Lagardère. Alors cette branche couvre 3 activités principales. La presse d'une part avec le JDD et Paris Match. La radio d'autre part, le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui avec Europe 1, Virgin Radio et RFM. Et une 3e branche qui est la licence de marque de Elle, le magazine à l'international. Mais avant de parler de ces médias, Constance, et comme de coutume dans ce podcast, parlez-nous de vous. Qui êtes-vous? Quel est votre parcours? Alors, j'ai commencé il y a très longtemps. J'ai d'abord fait des études de droit public. Comme vous voyez, les études juridiques mènent à tout. Et ensuite, j'ai fait un 3e cycle à Sciences Po Paris de marketing. J'ai commencé ma carrière comme assistante parlementaire, mais comme j'ai échoué à certains concours administratifs, je me suis très vite lancée dans la vie professionnelle, au groupe Expansion d'abord. Ensuite, je me suis occupée chez Prisma du lancement de Capital. Et enfin, j'ai pris la direction générale de la régie du Nouvel Observateur, où il y avait Challenge et Sciences et Avenir autour des années 94. Tous ces métiers-là en régie publicitaire, où j'ai dirigé ces régies. Et puis mon aventure avec le groupe Lagardère a débuté il y a plus de 20 ans maintenant, mi-99, donc presque 15 ans à faire grandir les activités publicitaires du groupe, comme je vous le disais, à la fois sur la radio, sur la presse, sur le digital et sur la télé, puisqu'à l'époque nous avions de la télé. Et en 2014, j'ai changé de métier. Je me suis rapprochée des contenus, rapprochée des rédactions, puisque j'ai dirigé la marque Elle. J'ai été directrice du Elle France et du Elle International. Comme vous le disiez tout à l'heure, on a gardé ces activités de licence internationale. Voilà, c'est une expérience qui a été très enrichissante d'un point de vue professionnel, d'un point de vue humain, où j'ai beaucoup appris. J'ai poursuivi les combats d'Hélène Lazareff contre les violences faites aux femmes, contre l'endométriose et évidemment bien d'autres. Et puis Arnaud Lagardère m'a renouvelé sa confiance en 2018 pour diriger l'ensemble des activités médias du groupe. Donc là maintenant, comme vous le disiez tout à l'heure, je suis présidente de Lagardère News avec les belles marques que vous avez citées. Comme je vous le disais tout à l'heure, des marques historiques, des marques emblématiques et en même temps une organisation recentrée qui nous permet d'être agile au quotidien et de favoriser les synergies autour de ces marques news. Alors, on va revenir sur ces marques et ces synergies et ces médias. Mais tout d'abord, la première raison pour laquelle on vous a invité ce mois-ci, c'est parce que vous êtes devenue la présidente du bureau de la radio depuis le 1er janvier. Alors, le bureau de la radio, il n'est pas forcément très connu. Il a été un petit peu en sommeil pendant quelques années aussi. Oui. Mais en gros, c'est le syndicat des grands groupes de radio privés, M6 Group, Lagardère, Energy Group et Altis. Depuis quelques années, il refait à nouveau parler de lui, à l'instar de son équivalent chez les radios indépendantes, le CIRTI. Pourquoi est-ce important d'avoir des syndicats forts pour représenter l'industrie radiophonique? Alors, la mission première et ce qu'a commencé à faire Régis Ravanas et moi par la suite de ce bureau de la radio, c'est de valoriser le média radio, capitaliser sur ses forces, les revendiquer. Je vous rappelle, il y a eu un baromètre La Croix qui a été publié en janvier où on voyait que le média radio était le média de la confiance des Français et qui était celui dans lequel les Français avaient le plus confiance. Donc il est aussi important pour nous de marquer ça et de faire exister ces forces dans l'espace public avec 2 aspects qui selon moi sont majeurs. Le premier, c'est de défendre la pérennité de l'équilibre des radios privées et des radios indépendantes en gardant la maîtrise de notre modèle économique qui repose essentiellement sur la pub face à un audiovisuel public qui, lui, grignote de plus en plus le gâteau publicitaire. Je vais vous faire un petit rappel de chiffres. En 2020, Radio France, dans son ensemble, a bénéficié d'un budget de 630 millions d'euros, dont 580 millions au titre de la contribution à l'audiovisuel public pour faire vivre 7 antennes. Et dans le même temps, les 330 radios privées de tout le pays, de toute la France, se sont partagés un marché de 560 millions d'euros, qui lui est en décroissance depuis de nombreuses années. Donc c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel nous sommes assez vigilants, mais on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Et puis en second point qui nous semble tout aussi important, et que nous devons tous les acteurs du média radio, c'est d'assurer un avenir à ce média radio dans une nouvelle ère qui est dominée par les plateformes et par les GAFAM. Alors sur ce premier point, donc le seuil maximal de publicité chez
les médias publics a été maintenu. Donc c'est une première victoire du bureau de la radio. On va dire que c'est une victoire, mais c'est quelque chose qui me semble très normal, puisque c'est vrai qu'à audiovisuel privé, financement privé, à audiovisuel public, financement public, si je vais un peu plus loin, c'est vrai que c'est une équité, mais quelque part il devrait peut-être ne pas y avoir de pub sur les médias sur la radio publique. Sur le deuxième pilier que vous avez évoqué, donc la résistance du média radio face notamment aux GAFAM, on a vu des initiatives récemment, notamment le lancement de Radio Player France comme plateforme d'écoute de la radio pour l'ensemble des radios privées et publiques d'ailleurs. Quelles sont les autres initiatives qui sont prises pour réaffirmer la place du média radio dans l'univers numérique ? Alors c'est vrai que plus que jamais, on se doit, dans un milieu qui est très concurrentiel, nous, toutes les radios, de rester soudées pour lui assurer cet avenir. C'est vrai qu'on a fêté il y a quelques mois nos 100 ans, donc ça passe par un enrichissement de l'offre en investissant de nouvelles formes d'écoute, de nouveaux environnements digitaux, dans un marché qui est en constante mutation. Et pour cela, chaque radio compte face aux mastodontes de l'économie numérique que sont les GAFAM. C'est la raison pour laquelle on a créé Radio Player. Radio Player, c'est une offre qui rassemble l'ensemble des radios françaises. C'est une expérience qui est innovante, simple, gratuite, fluide, qui est présente sur tous les supports d'écoute pour une expérience d'auditeur un peu plus riche, où il a en tout cas beaucoup de choix. Ça nous permet d'assurer, Radio Player, la présence de la radio dans des environnements qui sont en mutation, et notamment en voiture. Ça permet de réinventer le poste de radio en mobilité en utilisant en plus les meilleures technologies existantes. En fait, cet enjeu de s'unir, c'est pour mieux négocier et pour mieux faire prévaloir les voix de la radio. Alors, on a vu le bureau de la radio s'exprimer sur d'autres sujets, notamment avec le CIRTI sur la réforme des quotas de chansons françaises. Donc, quels sont ces autres chantiers que le bureau de la radio va couvrir durant votre mandature ? Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet et des missions, mais je vais essayer d'être rapide, je voudrais vous donner quelques chiffres sur la bonne santé du média radio, parce que c'est vrai qu'on a passé, suite aux conditions sanitaires, 2 années difficiles. Donc, à nouveau, les indicateurs sont au vert. La fin de 2021 a été marquée par la hausse de l'audience du média, avec presque 430 000 auditeurs de plus qu'il y a un an, avec un média qui fédère quand même près de 41 millions de Français chaque jour, soit 75% de la population. Ces chiffres montrent bien que nous sommes un mass média et qu'on est un média extrêmement large et extrêmement populaire au bon sens du terme. On affiche aussi des records sur notre audience délinéarisée, puisque c'est vrai qu'en 2021, jamais la radio n'a été autant écoutée que sur le numérique. On a 21% de nos auditeurs qui l'écoutent chaque jour sur ces supports digitaux et une croissance de l'audio digital qui est évidemment boostée par le format podcast, avec une pratique qui concerne désormais 1 Français sur 3 et chez les moins de 30 ans, 1 Français sur 2. Donc c'est vrai que ce sont des nouvelles formes d'écoute qui sont extrêmement importantes pour la radio. Et puis c'est vrai que d'un point de vue publicitaire, sur l'année 2021, les radios dans leur ensemble ont progressé de plus de 11%. On n'a pas encore retrouvé notre niveau de 2019 à cause de la crise du Covid, mais en revanche on progresse, donc on est plutôt content. Alors sur la feuille de route, comme vous l'avez dit, on a plusieurs chantiers qui vont animer nos discussions dans les semaines, les mois et l'année à venir. D'abord, une adaptation et une meilleure mise en place des mentions légales en radio. C'est vrai que le média radio est intrinsèquement défavorisé, car contrairement aux médias visuels qui peuvent indiquer ou faire défiler les mentions via du texte, nous devons les juxtaposer et c'est très lourd. Ça réduit la durée utile de la pub pour l'annonceur et en plus, c'est rarement intelligible pour l'auditeur. Et aujourd'hui, les mentions légales peuvent représenter 1/3 de la durée totale du spot et, comme je le disais, c'est vraiment un handicap. Donc nous, on plaide pour 1, des mentions courtes et intelligibles et 2, un renvoi vers un site dédié, ce qui fait que ce sera beaucoup plus fluide. Deuxième chantier, la transition climatique. Et on voudrait encore plus prendre de responsabilités en matière d'environnement. La loi plaide pour une plus grande couverture éditoriale sur ces sujets d'environnement, de RSE, de la part des médias et donc des radios en particulier. Nous sommes en discussion avec l'ARCOM pour définir des indicateurs pertinents et surtout utiles, car on compte bien en être partie prenante. C'est vrai que la force de frappe du média, son savoir-faire en termes de vulgarisation, de pédagogie, la place en tête des médias à impact. Donc on travaille avec les autres médias audiovisuels à la rédaction d'un contrat climat
dans lequel on s'engage dans nos programmes en faveur d'actions RSE et également dans des discussions avec le marché publicitaire pour que les publicités soient plus en accord avec ce que je viens de vous expliquer. Troisième chose, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, mais je vais vous le redire, c'est l'équité entre les radios privées et les radios publiques. On a réussi, vous l'avez dit tout à l'heure, à faire respecter par Radio France son plafond de publicité, mais nous entendons rester fermes sur ce point. Quatrième chantier, donc l'assouplissement, vous le disiez tout à l'heure aussi, des contraintes sur les quotas de la chanson française, une meilleure équité aussi avec les plateformes de streaming. Aujourd'hui, il y a une asymétrie de réglementation avec les plateformes qui reste vraiment là entière et à date inéquitable puisqu'elles n'ont aucune contrainte réglementaire ou législative, alors que nous, les radios, partenaires privilégiés de l'industrie musicale, nous en avons beaucoup plus. C'est vrai que la radio, c'est le premier levier pour découvrir de nouveaux titres et de nouveaux artistes, avec, c'est important ce chiffre, près de 6 Français sur 10 qui les découvrent sur nos antennes. Donc on a tous intérêt à œuvrer ensemble pour une modernisation et un assouplissement de ces règles. Alors les évolutions annoncées au mois de janvier qui portaient sur le contrôle des obligations de diffusion de chansons françaises à la radio par l'ARCOM étaient attendues par nous depuis longtemps et nous les remercions et nous les saluons. Alors, est-ce que le bureau de la radio est en faveur d'une réforme de la mesure de l'audience radio ? Alors, c'est un peu plus compliqué de vous répondre puisque au sein du bureau de la radio, il y a des divergences en fonction des groupes. Donc, je ne vous répondrai pas au nom du bureau de la radio là, mais plutôt alors là au nom de la Gardère News. Simplement, Médiamétrie aujourd'hui travaille avec l'ensemble des groupes radio, avec l'UDECAM et l'UDM à l'évolution de cette mesure d'audience, avec comme première action l'introduction en septembre prochain de la mesure automatique AIP dans le dispositif radio. Je vais pas être trop technique, c'est via le remplacement du panel qui est actuellement déclaratif et qui sert à mesurer la couverture et les comportements d'écoute. Donc, la mesure déclarative reste la référence pour la mesure de l'audience radio, mais nous allons faire des tests. Moi, à titre personnel, en tant que Lagardère News, donc là, je ne parle pas en tant que bureau de la radio, c'est vrai que je suis très positive à faire évoluer cette mesure d'audience qui me semble un peu obsolète. Le déclaratif aujourd'hui me semble un peu obsolète. Voilà. D'accord. Alors, est-ce que le bureau de la radio prend aussi des initiatives pour la promotion du média ? Ah oui, ça c'est un enjeu qui est très structurant. À ce titre, on a fait avec l'Institut Equimetrix à la fin de l'année dernière, fin novembre, une étude qui mesure l'efficacité de la radio sur les ventes, donc quelque chose qui est très opérationnel, à la fois sur le ROI et la contribution. On a fait sur cette étude sur 4 secteurs et cette étude identifie les leviers clés à activer en radio pour une meilleure efficacité. Donc le principal enseignement de cette étude, c'est qu'en moyenne, là je vais être très clair, 1 euro investi en radio génère 7,7 euros de chiffre d'affaires sur ces 4 secteurs en plus. Donc c'est une donnée qui est élevée, qui peut, je l'espère, encore progresser à long terme, mais qui veut dire que la radio est à la fois bonne sur le branding et aussi sur l'engagement et surtout sur l'efficacité avec un impact sur les ventes. Est-ce que vous faites ces études de manière individuelle ou en coopération avec d'autres pays, par exemple, je sais pas, le Radio Center au Royaume-Uni ou avec l'ECTA qui est l'organisme des radios privées au niveau européen dans l'univers de la publicité? Alors en fait, on vous l'avait dit tout à l'heure, le bureau de la radio a été assez inactif pendant quelques années suite à la tristesse et au décès de Michel Cacot. Là, on a recruté Anne Fauconnier, donc on a fait revivre depuis 1 an et demi le bureau de la radio. Donc ces études-là, c'est la première fois qu'on le fait, et là on le fait uniquement en France, mais pourquoi pas l'élargir de manière un peu plus internationale après, d'autant que nos amis d'énergie ont beaucoup d'expérience dans les pays à l'international, donc pourquoi pas, c'est tout à fait possible. D'accord. Dernière question dans l'univers du bureau de la radio, est-ce que le bureau de la radio est en faveur du relèvement du seuil anti-concentration des médias qui, je le rappelle, limite à 160 millions d'auditeurs couverts par un groupe radiophonique privé? À partir du moment où le plafond a été relevé, il y a peu de temps, prenant en compte l'évolution de la population française, on a pris acte de ce relèvement et je peux dire qu'il s'agit plus d'un sujet majeur pour nous. D'accord. Alors, maintenant, allons dans l'univers de Lagardère News. Vous êtes donc la présidente de Lagardère News. Vous êtes en charge notamment de 3 belles radios, Europe 1, Virgin Radio et RFM. On va parler tout d'abord du cas d'Europe 1. C'est une très belle dame à la longue histoire qui a été créée en 1955, mais avec un parcours assez compliqué ces dernières années, avec des audiences en baisse constante depuis 5 ans.
Aussi, depuis l'année dernière, Vivendi est devenu le premier actionnaire de Lagardère et lance aussi actuellement une OPA sur l'ensemble du groupe. Dans ce contexte, Europe 1 a fait face à une vague importante de départ l'été dernier. Est-ce que les craintes de devenir une radio d'opinion étaient de la part du personnel et notamment des journalistes étaient justifiées, et quelle est l'ambiance actuelle au sein des équipes un an après? Alors, c'est vrai que depuis quelques années, l'audience d'Europe 1 a subi, suite à des changements suite à pas mal de changements, a subi quelques effets plutôt négatifs, on va dire. Ce qui s'est passé avant l'été, au moment de la construction de la grille, rien ne nous aura été épargné par nos confrères. Et c'est vrai qu'on a assisté à une campagne de dénigrement qui ont été vraiment dures à vivre pour les gens qui partaient, pour les gens qui ont choisi de rester, pour mes équipes, pour moi, pour l'actionnaire, pour tout le monde. Aujourd'hui, ces départs remontent à plusieurs mois. Ils ont été faits avec beaucoup de respect pour les gens qui sont partis et avec beaucoup d'envie et d'espoir pour les gens qui sont restés. Donc aujourd'hui, on a des équipes qui sont motivées, qui sont à pied d'œuvre pour aller de l'avant et pour relever les défis d'Europe 1 avec, vous l'avez dit tout à l'heure, maintenant du temps, de la stabilité et un actionnaire qui va nous permettre de raisonner plus sereinement. On a ces derniers mois, fait partir beaucoup de monde, c'est vrai, en tout cas avant l'été, mais on a aussi recruté de nombreux talents avec des journalistes qui ont des profils très variés. Je ne vais pas vous en faire toute la liste, mais en tout cas des journalistes qui viennent de RCI en Martinique, de Chéri FM, de RTL, de France Télé, de LCI, de France 24, de l'Opinion, de BFM. Donc c'est vrai que on a, avec beaucoup de jeunes, c'est vrai, on a des équipes qui sont assez juniors, mais qui s'emploient chaque jour avec cœur, avec envie. Quand vous circulez dans les couloirs d'Europe, on a eu, et j'ai vécu toutes ces époques depuis 2 ans et demi que je suis à la tête de cette radio, des moments difficiles. Je peux dire qu'aujourd'hui, on est vraiment dans quelque chose d'optimisme, avec de l'envie. Et quand vous circulez dans les couloirs, il y a une énergie qu'on n'a pas vue depuis longtemps à Europe. Pour répondre à votre crainte, en tout cas votre question sur la crainte qu'Europe devienne une radio d'opinion, d'abord je crois que Arnaud Lagardère, en étant convoqué au Sénat la semaine dernière, a répondu en disant que en aucun cas Europe 1 allait devenir une radio d'opinion. Europe 1 est une radio généraliste avec de l'information et une belle part à l'information, mais aussi avec des programmes, du divertissement, de la culture, on y reviendra, j'espère. Donc nous sommes une radio généraliste, nous ne sommes pas une radio d'opinion. Alors, et je tiens à noter que même chez les partants, effectivement, plusieurs d'entre eux ont souligné qu'ils avaient été très bien accompagnés, et notamment ils vous citaient en tant que quelqu'un qui avait fait beaucoup d'attention auprès des équipes. Merci à eux, parce que c'est vrai que ça n'a pas été une période facile, et j'ai eu à cœur de les traiter avec humanité, avec mes équipes RH. Parce que ça a été un moment difficile pour cette radio. Voilà. Alors, Europe 1 est toujours dans cette phase de transition avec ses audiences qui sont toujours en baisse. Les auditeurs ont notamment reproché à Europe 1 de changer trop souvent de grille ces dernières années. Les professionnels disent souvent que la radio est un média d'habitude. Est-ce que cette grille d'Europe 1, cette grille actuellement, qui est réunie sous le slogan « Le pouvoir de l'écoute », est désormais la bonne, et est-ce qu'elle est amenée à perdurer ? Alors, je vais pas vous cacher la vérité. On a changé de matinale 4 fois en 4 ans. Donc, c'est vrai que la radio est un média d'habitude. Et c'est vrai que c'est compliqué de s'inscrire dans un temps long quand on change beaucoup. Aujourd'hui, maintenant, on a décidé de mettre des animateurs et des programmes à l'antenne. On croit en leur potentiel. Maintenant, il faut qu'à partir du moment où on a changé quand même beaucoup de choses, il est normal, et je l'avais dit dans tous mes interviews à la rentrée, que nous allions passer une année difficile. À partir du moment où on a tout changé, on a enlevé des poids lourds aussi de la radio, avec un choix de faire bouger les choses. Il est normal que cette année, voire l'année prochaine, moi j'ai un actionnaire qui est Arnaud Lagardère, qui m'a renouvelé sa confiance, et je le remercie, et surtout qui m'a dit tu as et vous avez le temps. Le temps, ça peut être 2 ans, ça peut être 3 ans. Aujourd'hui, on s'inscrit dans un temps long. Il faut qu'on retrouve un public, mais je suis confiante pour la suite. Cette nouvelle grille, elle gagne en cohérence, en lisibilité, en réaffirmant, je vous l'ai dit tout à l'heure, un positionnement de radio généralisé qui est articulé autour de territoires qui sont très bien identifiés, l'information avec toutes les opinions,
le récit, puisqu'on a des après-midi autour de Christian Fondelat, de Mathieu Noël, de Stéphane Bern, qui sont vraiment autour du récit, de la culture, du divertissement, de l'art de vivre, du bien-être, du sport. Donc vraiment une radio généraliste. Et il y a des rendez-vous qui sont tout de même bien installés. Donc, vous avez mentionné Christophe Ondelat, qui est en place depuis 6 ans. Philippe Vandel avec Culture Média, qui est en place depuis 3 ans et qui vient d'ailleurs de recevoir un laurier de l'audiovisuel, le laurier du programme radio. Et on va écouter tout de suite un extrait de la matinale d'Europe 1. Excellente journée, bienvenue sur Europe 1. Mercredi 23 février, il est 7h. Europe Matin. Dimitri Pavlenko. Et à la une ce matin, les États-Unis et l'Europe main dans la main pour punir la Russie, moins de 24 heures après la reconnaissance de l'indépendance des 2 régions séparatistes du Donbass par Vladimir Poutine. Washington et Bruxelles mettent au point un arsenal de sanctions économiques. L'objectif, tenter de couper Moscou des marchés financiers. Voilà, extrait de la matinale d'Europe 1 de Dimitri Pavlenko. Alors, parlez-nous un peu plus de cette grille dans le détail, justement. Quels en sont ces temps forts? Alors, ce projet s'articule autour de plusieurs territoires. L'info, je vous l'ai dit, donc avec des tranches d'infos qui sont pointues, qui sont chaleureuses. Le petit matin, avec un duo Omblin Roche, Julien Pierce, une voix féminine, une voix masculine, dans la continuité de l'année dernière. La matinale, avec l'arrivée de Dimitri Pavlenko. Je rappelle que Dimitri Pavlenko vient de Radio Classique, donc il était un journaliste économique à la base. C'est quelqu'un qui est un matinalier cultivé, très bon en économie, puisqu'il était spécialisé dans l'économie. Donc concrètement, cette nouvelle matinale, c'est une mécanique avec un habillage plus étoffé, des rappels de titres tous les quarts d'heure, une réduction des écrans publicitaires pour un confort d'écoute meilleur, des nouveautés, donc un interview écho, dès 6h40 qui est incarné par Dimitri, et puis ensuite un interview écho fait par Nicolas Bouzou. 7h25, une plongée dans la richesse du patrimoine sonore d'Europe 1, puisqu'on a des archives qui sont très importantes. Une prescription culturelle aussi à 7h47. Et puis, comme c'est une année électorale, évidemment, un zoom info entre 8h40 et 9h, qui est devenu, depuis le 10 janvier, une vaste séquence politique, sociétale, dans laquelle Dimitri et puis des observateurs analysent les grands thèmes de l'actualité. On a aussi dans cette matinale des rendez-vous phares sur les territoires régaliens comme l'International, avec Vincent Hervouet, une revue de presse internationale avec des correspondants dans tous les pays du monde, et puis évidemment la politique, important, avec l'interview de Sonia Mabrouk du lundi au jeudi, et puis Dimitri qui reprend le flambeau le vendredi, des respirations avec l'édito sport de Virginie Fulpin chaque jour, de l'humour avec Mathieu Noël, l'avocat des causes perdues à 7h40, moi je me régale, donc voilà, ça c'est pour la matinale. Et puis, 2 autres rendez-vous importants, l'information à 12h30 avec Romain Desarbres, et puis Punchline le soir, qui est aussi une grande nouveauté de la rentrée, Laurence Ferrari, qui retrouve ses premières armes, puisqu'elle avait fait ses premiers pas professionnels dans la maison. Mais c'est aussi une aventure, là, de multidiffusion en radio-télé, puisque c'est une émission de 3 heures, Punchline, qui est réalisée dans les studios d'Europe 1, mais avec une heure qui est commune à CNews, de 18h à 19h. Donc voilà. Alors justement cette syndication de programme avec CNews, alors RMC fait ça depuis de nombreuses années. Quel est l'intérêt pour l'auditeur? Est-ce un enrichissement ou un appauvrissement cette diffusion sur 2 médias différents? Se rapprocher d'un groupe de télévision avec Canal+, CNews et autres dans cette période, non seulement c'est une opportunité, mais ça devient une obligation, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, tous nos concurrents ont des télévisions et que nous, on était un petit peu tout seuls. Donc je considère ce rapprochement avec le groupe Vivendi comme une formidable opportunité pour les auditeurs, pour les enrichir, et pour Europe 1 et ses équipes pour avoir un peu plus de visibilité. Et c'est vrai que je vous le rappelle, aujourd'hui les enquêtes sont basées sur le déclaratif. Donc toutes ces synergies possibles, à la fois de talent, avec Sonia Mabrouk, avec Laurence Ferrari, avec William Lémergie, avec Jean-Pierre Elkabbach, avec Laurie Choleva, etc. C'est une synergie de talent, c'est un enrichissement. Des synergies d'opérations spéciales, comme ce fut le cas avec le Festival de Cannes cet été, ou alors, dernièrement, avec la 47e cérémonie des Césars, avec une émission spéciale présentée par Frédéric Tadei, aux côtés de Catherine Schwab de Match. Donc vous voyez, Europe 1, Canal+, Match, c'est vraiment des
des synergies multimédia. Et donc, c'est évidemment une richesse pour nous de se rapprocher du groupe Vivendi. Alors revenons sur ces mises en commun de programmes avec CNews. Donc c'est vrai pour l'émission de Laurence Ferrari, c'est aussi vrai pour la matinale du week-end. Avec qui sont-elles discutées côté télé? C'est avec Serge Nedjar, le patron de CNews, ou avec Maxime Saada de Canal+? C'est Serge, et quand ils font des opérations spéciales, Serge Nedjar et Donat Vidal-Revel, mon directeur de l'information, discutent ensemble. Moi, j'ai discuté avec Maxime du Festival de Cannes et avec Émilie Pietrini, sa directrice de com après. Donc voilà, en fonction des émissions, en fonction des médias que ça touche, voilà. Alors les synergies, c'est aussi avec les rédactions des journaux de Lagardère qui sont sous votre direction cette fois. Alors depuis le déménagement de la rue François 1er, les rédactions du JDD, de Paris Match et d'Europe 1 sont réunies dans les mêmes locaux. Comment se passent concrètement les coopérations entre ces rédactions au quotidien? Alors moi, j'ai à cœur de préserver l'identité de nos marques. Il n'est pas question de tout mélanger. En revanche, j'encourage énormément les synergies des talents au sein du pôle news et évidemment des synergies de marque, puisque nous sommes avec le JDD, Match et Europe 1 sur des territoires communs. Donc ce déménagement et le fait qu'on soit tous ensemble nous a permis de renforcer des liens qui étaient existants, mais qui n'avaient rien à voir avec le fait d'être vraiment toujours ensemble. Donc ça se traduit depuis la rentrée par des expositions de nos journalistes presse dans la matinale d'Europe 1. Par exemple, il y a le Zoom Info qui a été renommé Europe 1 2022, ou le temps de la campagne, où des auditeurs retrouvent Bruno Jeudi, qui est rédacteur en chef politique et économie de Paris Match, ou David Revaud-Dallon, qui est rédacteur en chef du service politique du JDD. Il en va de même pour Catherine Ney, qui est journaliste emblématique d'Europe 1, et qui dresse depuis fin janvier, depuis l'arrivée de Jérôme Béglé, dans les colonnes du JDD, le portrait d'un personnage politique du moment, tout en conservant ses rendez-vous sur Europe. Donc, elle a 2 rendez-vous sur Europe, donc elle est présente dans les grandes voix. Elle est chaque vendredi à 8h30, mais elle est tous les dimanches dans le JDD. Je pense aussi à Charlotte Langrand du JDD, qui est la journaliste culinaire, qui est à la fois au JDD et qui intervient dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte, certains vendredis, ou alors dans Culture Média de Philippe Vandel le matin. Et puis, dernière synergie importante avec les équipes de Match et du JDD, c'est un rendez-vous qui est intitulé la semaine politique d'Europe 1, du JDD et de Match, tous les vendredis soirs, dans l'émission d'Europe Soir qui est présentée par Pierre de Vigneault. Et là, entre 18h et 19h, vous avez les journalistes d'Europe 1, les journalistes de JDD et de Match qui commentent la semaine politique qui vient de s'écouler. Cette semaine, c'était Bruno Jeudi, Louis Dragnel et Jérôme Béglé. Ça change. Mais donc, il y a vraiment une vie de ce pôle news tout à fait opérationnelle depuis quelques mois. Alors 2022, c'est une année très importante sur le plan de l'actualité avec les élections présidentielles et législatives. Quel est le dispositif spécifique d'Europe 1 pour couvrir ces rendez-vous démocratiques? Alors, on a toujours été un acteur majeur dans la couverture de ces grandes échéances démocratiques. Donc, on a un dispositif présidentiel qui s'articule autour de la matinale, bien sûr, avec le rendez-vous de la présidentielle, qui est un format de 8h13 à 9h, porté par Dimitri avec Sonia Mabrouk qui fait son interview politique et ensuite qui continue avec Dimitri et Mathieu Bock-Côté avec le candidat à la présidentielle ou l'un de ses représentants. Toujours l'entretien de Sonia Mabrouk tous les jours entre 8h13 et 8h28, dans une case dans laquelle on a reçu tous les candidats, Fabien Roussel lundi, Yannick Jadot, Valérie Pécresse, Marine Le Pen, tous les candidats à la présidentielle, et c'est pas fini. Europe 1 2022, donc là, c'est 15 minutes de débat présidentiel avec 3 signatures qui changent chaque jour, qui a été mise en place début janvier, où Mathieu Bock-Côté, il propose une chronique carte blanche, et c'est Catherine Ney, je vous l'ai dit, qui l'a fait le vendredi. Et puis, on a aussi, évidemment, des rendez-vous intégrés à nos différents carrefours d'information. Punchline par Laurence Ferrari, Europe Soir avec Pierre de Vigneault, où là, il y a tous les candidats et les représentants qui viennent de manière tout à fait régulière. Europe Nuit, la nuit, entre 22h et 22h30. Chaque lundi, Alexandre Lemaire accueille des candidats à la présidentielle et leurs représentants. Le week-end, samedi et dimanche, à 8h, l'interview politique de Jean-Pierre Elkabbach, qui est là en codiffusion avec CNews aussi. Les grandes voix d'Europe 1, le samedi de 10h à 11h, avec Catherine Ney, Gérard Carrérou, Charles Villeneuve et Michel Cotta. Et puis, le grand rendez-vous incontournable, chaque dimanche, entre 10h et 11h, en partenariat avec Les Échos et CNews, qui est présenté par Mathieu Bock-Côté, Nicolas Barré
et évidemment Sonia Mabrouk. Alors Europe 1, c'est aussi une forte présence sur le numérique. Vous avez lancé un nouveau rendez-vous en immersion dans la rédaction sur TikTok pour toucher les jeunes. Dans l'univers de l'écoute audio, vous proposez bien sûr tous vos programmes en réécoute, mais aussi des podcasts natifs produits par Europe 1 Studio. Christophe Ondelat, notamment, il rencontre un grand succès avec plus de 10 millions de téléchargements par mois. C'est le premier podcast de Récits de France. Quelle est la stratégie du groupe sur ces nouveaux canaux de diffusion et comment sont-ils monnayés ? Je crois pouvoir dire qu'à Europe, on porte dans nos gènes les fondamentaux d'un média digital. La mobilité, la réactivité, l'interaction avec son audience, les réseaux sociaux. Et c'est vrai que la stratégie numérique de la station, elle résulte vraiment de cet ADN. Et on a été la première station à proposer, bon ça date pas d'hier, c'était en 2012, mais de la radio filmée. On a inauguré la première interview d'un président sur Facebook Live. C'était en 2016, je crois, avec François Hollande et Jean-Pierre Elkabbach. Et c'est vrai que Jean-Pierre avait investi le format podcast extrêmement tôt. Donc ça, c'est d'où on vient et pourquoi nous en sommes là aujourd'hui. Aujourd'hui, on a évidemment une forte présence sur les réseaux sociaux. On a plus de 175 000 abonnés sur Instagram. On a plus d'1,2 million sur Facebook, avec un reach de 2 millions en moyenne par mois. On est sur Twitter avec 1,5 million d'abonnés, sur Snapchat, sur YouTube. On est le premier média, toutes marques confondues, sur les contenus consacrés aux candidats à l'élection présidentielle sur YouTube. Donc ça, c'est important. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, le 10 février dernier, à 2 mois du premier tour, on a fait le choix de se développer sur TikTok dans le cadre d'un dispositif présidentiel. Alors d'ores et déjà, on est très content parce qu'on a eu plus de 600 000 vues, une progression importante du nombre de nos abonnés. Donc c'est important pour nous. Et puis on adresse un public plus jeune, 15-30 ans. Donc c'est vrai qu'en quelques jours seulement après la mise en ligne des contenus produits avec une agence qui s'appelle Audace, on est très content de ces résultats. C'était quoi le principe? C'est qu'on a 2 journalistes, Louis Dragnel qui est chef du service politique et police-justice, et puis une jeune journaliste, Océane Théard, qui a été lauréate de la bourse Loga d'Elmas en 2021. Ils se mettent en scène et 3 à 4 fois par semaine, dans des vidéos à destination de jeunes électeurs ou même de futurs électeurs, ils répondent aux questions que se posent les plus jeunes, les 15-30 ans, sur les prochaines élections. Notre objectif, c'est de mobiliser par l'intermédiaire de ces contenus informatifs qui vont d'une trentaine de secondes jusqu'à 1 minute, donc très court. L'idée, c'est de mobiliser et de donner envie à de futurs électeurs d'abord de voter et en tout cas de leur expliquer comment fonctionne le système politique français, quels sont les enjeux de l'élection, quel est l'intérêt du vote. Donc ce sont des réponses qui sont concrètes, qui sont sans commentaire et qui favorisent quelque chose qui est très important pour nous à Europe, c'est le grand rendez-vous et le grand débat démocratique. Et voici tout de suite un extrait de Ondelat raconte, émission de récit au ton inimitable. Des ondes Vocast. Europe 1, 14h, 15h, Ondelat raconte. Bonjour à tous, voici une enquête criminelle qui a connu bien des rebondissements, une enquête qui a bien failli se perdre dans une quantité de fausses pistes et qui a finalement trouvé sa solution grâce à l'ADN. L'enquête sur l'assassinat en 2002 à Valenciennes d'une femme médecin qui s'appelait Sophie Berkmans. Un meurtre d'une sauvagerie inouïe dont malheureusement, je vous préviens tout de suite, nous n'aurons pas l'explication. Alors, extrait de Ondelat raconte, émission qui a d'ailleurs été rallongée d'1 heure cette année, avec dans la seconde heure la revue des temps forts de l'actu d'une année donnée depuis 1950. C'est vrai que je vous ai dit tout à l'heure, et c'est important, c'est dans l'ADN aussi d'Europe 1, ce sont les grands récits, qui sont vraiment la marque de fabrique d'Europe, puisque l'après-midi, de 14h jusqu'à 18h, on a 4 heures de récits, donc 2 heures d'Ondelat, vous l'avez dit, et puis 2 heures de Stéphane Bern et Mathieu Noël sur l'histoire, avec quelque chose d'un peu plus ludique et d'un peu plus gai, où on raconte l'histoire sans se la raconter, en tout cas on rit beaucoup entre les deux. C'est important, ces après-midi de récits. Ondelat, un petit mot, le podcast enregistre une progression incroyable, on progresse de 80% du nombre d'écoutes, avec 80 millions d'écoutes. Il célèbre ses 40 ans de radio aujourd'hui et on peut dire que c'est le premier conteur de France avec un succès incontestable auprès de son public. Alors, toujours dans le domaine de la diversification, Europe 1 a lancé très récemment des web radios musicales. À quoi ça sert d'avoir des web radios musicales pour une radio généraliste ?
Alors, Europe 1 a toujours accompagné les grands noms de la chanson française. Je sais pas si vous êtes trop jeune, vous avez une voix très jeune, mais on a été en 1955 la première station à promouvoir le jazz dans l'émission Pour ceux qui aiment le jazz avec Philippe Aki et Franck Thénault. Donc, avec ces 4 web radios, on réaffirme notre engagement sur le territoire de la musique en donnant rendez-vous aux adeptes de jazz, de musique classique, de grands standards du patrimoine musical ou alors de la nouvelle scène. Donc, c'est plus largement, on s'adresse à tous les amoureux de la musique. Et je vous rappelle qu'on est une radio généraliste, donc en voilà l'illustration. Alors, la présence sur le numérique, c'est aussi la présence sur le DAB+. On le rappelle, le DAB+, c'est cette nouvelle bande de fréquences hertziennes qui se déploie partout en France aux côtés de la FM. Les 3 radios de Lagardère sont arrivées sur le DAB+ métropolitain qui couvre pour l'instant l'axe Paris-Lyon-Marseille. Quel est l'enjeu de ce nouveau réseau de diffusion dans votre stratégie alors qu'Europe 1 est sorti des grandes ondes il y a 2 ans? Et à quelle vitesse prévoyez-vous le déploiement du DAB+ sur le reste du territoire? Alors, le DAB+, c'est une technologie de complément par rapport aux technologies existantes de la FM et de l'IP. Donc, sa mise en place a nécessité pour nous, je vais parler là je peux parler au nom du bureau de la radio, a nécessité de nombreux investissements de la part de nous tous, les différents groupes de radio. Alors, bien évidemment, dès lors qu'on élargit l'accessibilité de nos contenus, c'est positif et ça s'inscrit dans l'évolution du média. Mais, c'est important de le noter, le DAB+, n'a pas vocation, n'a en aucun cas à remplacer la FM. C'est important de le dire. Pour valider la suite du déploiement par rapport à la question que vous venez de me poser, qui est actuellement juste sur l'axe PLM, Paris-Marseille, nous souhaitons valider l'adhésion réelle qu'ont les auditeurs à ce nouveau mode d'écoute. Donc, on a convenu avec l'ARCOM de mener une analyse de l'audience réalisée en DAB+, avant d'étendre en tout cas sa couverture vers d'autres zones. Est-ce que cela veut dire que les objectifs de couverture à horizon 8 ans ne seront pas respectés? Pas du tout. Ça veut juste dire qu'il faut qu'on prenne son temps et qu'on soit sûr qu'il y a une adhésion réelle des auditeurs à ce nouveau mode d'écoute. Donc pas du tout, parce que moi je suis plutôt très positive à l'égard du DAB+. La seule chose, c'est qu'il faut juste valider que ça marche. Ça ne remet pas en cause le planning des 8 ans à venir. Pas du tout. Alors, on a parlé beaucoup d'Europe 1, mais Lagardère News, c'est aussi des radios musicales, RFM et Virgin Radio. Alors, RFM semble garder le cap côté audience, notamment face à sa concurrente RTL2, toujours au coude à coude. On remarque ces dernières années plus de programmes forts et personnalisés sur RFM, la matinale et le drive bien sûr, mais aussi le week-end avec des émissions d'interviews de personnalités avec Pascal Nègre et Bernard Montiel, ou encore Night Fever avec Patangeli qui a fait le buzz récemment sur une intro de Madonna. Est-ce que la clé du succès des radios musicales en 2022, c'est revenir à des contenus forts et à plus de spontanéité face aux playlists un peu uniformisées des Spotify et des Deezer? Ce qui fait la différence entre les plateformes de streaming et les radios comme RFM par exemple, en fait, c'est la vie qu'on y amène, le ton, l'éditorial et évidemment nos contenus propriétaires. Donc le fait, comme vous le disiez, d'avoir des émissions fortes, à des forts carrefours d'audience, la matinale, le drive, ça nous démarque des, entre guillemets, robinets à musique que l'on peut trouver. Donc c'est vrai que le week-end, on enrichit avec l'arrivée, pas l'arrivée, puisqu'ils sont là depuis un petit bout de temps, de Pascal Nègre, de Bernard Montiel. C'est vrai qu'ils sont là avec du contenu exclusif. Donc ça nous offre la possibilité de nouer une relation très forte avec nos auditeurs et évidemment aussi avec les artistes qui s'y expriment et bien sûr entre la marque. Donc c'est un modèle économique vertueux entre les artistes, les auditeurs et la marque. Alors chez Virgin Radio par contre, les audiences sont toujours au plus bas malgré un fort parc d'émetteurs et malgré son morning bien incarné avec Manu Payet et sa nouvelle libre antenne le soir avec Michael. Qu'est-ce qui pêche? Est-ce que ce sont ces shows qui ne trouvent pas adhésion ou est-ce que c'est la programmation musicale? Est-ce qu'il faut revoir la formule ou est-ce qu'il faut changer de cible avec notamment le vieillissement de l'auditoire radio? Alors, Virgin, vous le savez, plus de la moitié de l'écoute des radios musicales se fait en mobilité, en particulier en voiture. Virgin, c'est la station qui est la plus écoutée en voiture. Donc, c'est nous qui avons été, de tout le paysage radio, le plus touché par la crise sanitaire. La raison de la baisse d'audience de la station, elle est en partie conjoncturelle. Virgin, c'est un format musical pop, rock, électro, qui est quand même unique, qui est différenciant, qui a une valeur sûre pour la station. On a aussi un autre angle très important de Virgin, c'est le meilleur de la nouvelle scène française, avec Clara Luciani, Angèle, Vianney, etc. Donc, on a quand même un positionnement musical de Virgin qui est clair, et à date, alors évidemment, on va voir ce qui va se passer, mais à date,
on n'a pas l'intention de le bouger. On a reconduit Manu Payet, qui incarne vraiment bien les valeurs de bienveillance, d'humour, de joie, de chaleur, et qui fait un bon morning autour de son équipe avec Clément et ses équipes. Donc c'est vraiment quelque chose qui colle à Virgin Radio. On a eu 2 années, je vous l'ai dit, à cause du Covid, qui ont été vraiment, vraiment dures. On va espérer que ça remonte. C'est vrai que pour l'instant, c'est difficile, mais toutes nos équipes, sous la direction de Frédéric Pau, travaillent chaque jour à l'ajustement de cette formule. On est confiant, mais j'espère que le retour progressif à une certaine normalité devrait rebooster l'écoute de Virgin et lui permettre de retrouver le chemin de son succès. D'accord. Quand vous dites que Manu Payet a été renouvelé, vous parlez de l'année en cours ou de l'année prochaine ? Je parle de l'année en cours. D'accord. C'est trop tôt pour savoir sur l'année prochaine. Et puis, vous l'avez dit tout à l'heure, on a l'arrivée de 20h à minuit Michael. Donc, avec un talk qui nous a permis de booster, les audiences de la soirée. Parce que Michael, en 1 an, a recruté pas mal de nouveaux auditeurs. Et puis, il y a aussi une chose, c'est que les événements musicaux, c'est un élément majeur de la stratégie de Virgin. Virgin, c'est une radio de terrain, avec des événements partout en France. Cette année, on va faire un électrochoc avec une grande tournée électro gratuite en France. Et c'est vrai que le fait qu'on n'ait pas eu possibilité de faire des faire des festivals et de faire nos concerts, nous ont beaucoup peiné. Alors Virgin Radio, radio de terrain, Virgin c'est aussi la descendante d'Europe 2 qui a été construite sur un dense réseau de radios locales il y a 35 ans. Il y a quelques mois, Lagardère a annoncé son intention de fermer des dizaines de ses stations locales, alors qu'en même temps les radios indépendantes de catégorie B, qui sont elles aussi très ancrées sur le local, font des audiences records. Pourquoi Virgin n'investit plus sur le local ? N'est-ce pas aussi un élément de différenciation dans cet univers compétitif ? On continue d'investir sur le local, c'est en effet un élément de différenciation. Et notre projet ne vise pas à fermer des stations locales, mais à régionaliser l'offre d'information. C'est important, c'est-à-dire que nos auditeurs continueront à profiter d'informations locales et de programmes locaux, mais ce sera plus régional que totalement local. C'est d'ailleurs l'orientation de nombreuses radios de catégorie B qui ont centralisé la production de leurs programmes. C'est important aussi de rappeler que Virgin est le seul radio qui propose 4 heures de programmes locaux entre 16h et 20h, avec là une interactivité 100% locale, avec un top qui est dédié sur les titres les plus écoutés en région, des opérations qui sont ciblées par zone. Et si on a proposé au CSA ce projet de fermeture de stations, ce n'est pas de gaieté de cœur, mais c'est parce que nous perdions beaucoup d'argent et que j'ai un actionnaire qui est assez... et c'est tout à fait normal qu'il me demande des comptes et je ne peux pas continuer à perdre autant d'argent sur le réseau. Quel est l'avancement de ce plan ? Aujourd'hui, on est allé présenter au CSA, à l'ARCOM, il y a quelques semaines. Ils ont lancé une étude et nous attendons leur retour. En tout cas, on a une discussion qui est fructueuse avec le CSA là-dessus. Avec l'ARCOM, pardon. Alors, toujours à propos des radios musicales, votre nouvel actionnaire Vivendi semble s'intéresser davantage aux médias d'actualité. Est-ce que ça veut dire qu'à terme, les radios musicales de Lagardère pourraient être vendues ? Non, ce n'est pas à l'ordre du jour. Et dans une offre logique de radio publicitaire, j'ai autant besoin des radios musicales que d'Europe 1. Donc, sur le marché publicitaire, ces radios sont vendues ensemble et ce n'est pas à l'ordre du jour. Avant de conclure cet entretien, est-ce que vous auriez un message à passer à vos équipes ? C'est vrai qu'à l'heure de la désinformation, des fake news, je crois que nos médias, par l'intermédiaire de nos équipes, ont un rôle essentiel à jouer. Donc, on doit continuer d'informer, de décrypter, de divertir, d'apporter un éclairage à nos auditeurs, à nos lecteurs, avec de la rigueur, avec du sérieux. Moi, je voudrais particulièrement remercier mes équipes parce qu'elles ont vécu des choses pas forcément simples ces derniers mois. Elles ont, que ce soit les nouvelles ou les plus anciennes, elles ont une implication vraiment quotidienne, professionnelle et sympathique. Et je voudrais leur dire qu'ils peuvent être confiants pour nos marques. Voilà. Constance Binquier, présidente de Lagardère News, un grand merci pour votre disponibilité. Merci à vous, Olivier, et puis j'espère à bientôt. À bientôt. Des ondes Vocast, l'univers de la radio en podcast. Et des ondes Vocast, le podcast qui parle de radio, c'est terminé pour ce mois-ci. C'était Olivier Audoux. On se retrouve le mois prochain pour encore plus d'actu radio et d'interviews exclusives. Si vous êtes nouveau sur des ondes Vocast, abonnez-vous via votre plateforme de podcast habituelle pour nous retrouver le premier de chaque mois et parlez-en autour de vous. Pour tous vos commentaires et réactions, allez sur le site vocast.fr. À très vite. Des ondes Vocast.